La dure réalité d'acheter et de posséder du matériel audio vintage, celle dont presque personne ne parle, est le sujet du jour. Pour la comprendre, il faut remonter à il n'y a pas si longtemps, quand on pouvait encore aller à la décharge pour jeter des déchets et au passage récupérer dans le rayon électronique un récepteur des années 70 en parfait état, ou entrer dans une boutique d'occasion et tomber sur un Marantz vieux de plusieurs décennies pour à peine 15 $. C'était une époque où beaucoup de ces appareils étaient considérés comme de la ferraille sans valeur, oubliés dans des caves ou des garages et finissaient à la poubelle. Aujourd'hui, ces mêmes équipements sont devenus des pièces de collection. Ces 5 dernières années, le marché est devenu destructeur. Un coup d'œil sur eBay au légendaire Pioneer SX 1980 montre des prix qui vont de plusieurs milliers à bien au-delà des 5 chiffres. Et pourtant, des milliers de personnes restent amoureuses de ces appareils, car ce ne sont pas seulement des machines à musique, ce sont de beaux objets chargés de nostalgie et symboles d'une époque où écouter de la musique était tout un cérémonial. Le problème, c'est que les acheter et les entretenir peut virer au véritable cauchemar. Cependant, pour ceux qui ressentent encore la tentation de se lancer dans le monde vintage, il est essentiel de savoir qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de s'y prendre. Reste dans cette vidéo pour savoir comment bien faire. Le chemin que nous allons suivre est clair, comprendre d'abord pourquoi l'audio vintage suscite tant de passion, analyser ce qui s'est passé avec les prix ces dernières années et pourquoi ils ont flambé, passer en revue où les gens achètent généralement, quels endroits il vaut mieux éviter et lesquels offrent un peu plus de sécurité, parler des pannes les plus fréquentes que subissent ces appareils et des attentes erronées que beaucoup entretiennent, et enfin passer en revue ce qui a toutes les chances de finir par casser tôt ou tard. Pour ceux qui, malgré tout, restent décidés à tenter l'aventure, nous verrons la manière la plus sensée d'acheter du vintage sans se ruiner ni perdre patience. Mais avant d'aborder la fièvre actuelle, il convient de rappeler comment tout a commencé. Dans le monde de l'audio, un récepteur est un appareil tout en un qui combine 3 éléments de base dans un seul boîtier, la radio, le tuner, la partie qui traite le signal, le préamplificateur, et la partie qui fournit la puissance pour faire bouger les enceintes, l'amplificateur de puissance. Le premier récepteur de l'histoire est attribué à Harman Kardon, avec le modèle Festival D 1000 de 1953. À peine 4 ans plus tard, la même marque lança le Festival TA 230, considéré comme le premier récepteur stéréo commercial. Jusqu'alors, qui voulait de la hi-fi devait acheter chaque composant séparément, ce qui était coûteux et peu pratique. Avec les récepteurs, tout se retrouvait dans un seul appareil et s'est popularisé massivement. Au début des années 70, toutes les grandes marques étaient là déjà sur ce marché. Sansui, Pioneer, Marantz, Yamaha, Fisher, Kenwood, pratiquement n'importe quelle entreprise d'électronique fabriquait des récepteurs avec des designs spectaculaires. Face en aluminium, brossé couleur argent, flancs en bois brillant, immenses cadrans illuminés en vert, bleu ou ambre qui transformaient le salon en petit centre de contrôle. Parmi les modèles les plus emblématiques de l'époque figurent le Marantz 4240, le Pioneer SX850, le Sansui 9090DB ou le Yamaha CR1020. Et aucun n'était bon marché, un Sansui 9090. DB coûtait environ 900 $ au milieu des années 70, soit l'équivalent d'environ 4800 $ actuels en raison de l'inflation. Beaucoup s'accordent à dire que l'âge d'or des récepteurs s'étend de 1970 à 1982, période durant laquelle ce qui avait commencé comme des appareils pratiques s'est transformé en véritable bête de 30 kg dans une course à la puissance allant jusqu'à offrir 200 watts par canal. Il y a à peine une décennie, on pouvait tomber sur de véritables trésors à des prix dérisoires. Certains repartaient de la décharge avec un récepteur des années 70 sous le bras, d'autres dénichaient de des merveilles dans des boutiques d'occasion pour 10 $, et même dans des vides-greniers solidaires, on trouvait pour très peu d'argent des joyaux qui seraient aujourd'hui des pièces de musée. Mais tout cela est terminé. Aujourd'hui, ces mêmes appareils, y compris de marques considérées de second plan comme Fisher, peuvent atteindre des centaines voire des milliers de dollars sur des plateformes comme eBay.
Et s'agissant de pièces très recherchées, comme le légendaire Pioneer SX 1980, on a vu des ventes à 8 000, 10 000 et jusqu'à 15 000 $. Le plus surprenant, c'est que dans certains cas, les acheteurs paient des sommes proches de 5 000 pour un récepteur qui ne fonctionne même pas. Pourquoi assiste-t-on à cette folie ? L'explication tient à plusieurs facteurs. Principalement la nostalgie de ceux qui ont grandi avec ces appareils, le temps libre et le pouvoir d'achat concentré à la maison ces dernières années, le retour en force du vinyle à partir de 2017, la viralité des collections partagées sur les réseaux sociaux et surtout la rareté. On n'en fabrique plus. Ce qui existe est tout ce qu'il y a, et chaque unité qui apparaît en bon état devient un bien de plus en plus convoité. À cela s'ajoute que de nombreux intermédiaires, des chineurs qui achètent et revendent sur les marchés aux maisons de prêt sur gage et même aux magasins d'occasion, ont pris conscience de la vraie valeur de ces équipements et ont cessé de les vendre à des prix symboliques. Maintenant, où les gens cherchent-ils ces appareils ? eBay est l'une des options les plus courantes, mais aussi l'une des plus risquées. Beaucoup de vendeurs ne sont pas des passionnés d'audio, ils se contentent d'allumer l'appareil, que les voyants s'allument et l'annoncent comme opérationnel. Parfois l'achat se passe bien, mais il n'est pas rare de recevoir un récepteur qui perd un canal, déforme le son ou tombe en panne au bout de quelques jours. Sur Facebook Marketplace, il se passe quelque chose de similaire. On peut trouver de véritables perles si le bon vendeur se présente, mais aussi des appareils plus beaux que fonctionnels, brillants à l'extérieur et cassés à l'intérieur. Il y a aussi les ventes par héritage. L'opportunité peut y être plus grande car bien souvent les proches ignorent ce qu'ils ont entre les mains. Mais même si le prix est bas, il faut presque toujours compter sur une révision technique sérieuse. Sur des forums spécialisés comme Audio Karma, la situation s'améliore parce que la communauté sait ce qu'elle vend et a tendance à mieux soigner les appareils, même si, en contrepartie, les prix s'envolent lorsque l'appareil est vérifié et garanti. Et enfin, il y a les boutiques spécialisées dans le vintage. Certaines font un travail impeccable, inspectent les circuits, remplacent des composants critiques et offrent une garantie. D'autres, en revanche, se contentent de nettoyer la façade pour la faire briller comme on repeindrait une voiture de collection sans regarder la mécanique. La morale est claire. On parle d'appareils qui ont entre 40 et 50 ans et la plupart n'ont pas reçu l'entretien qu'il leur faudrait pour continuer à fonctionner au niveau de leur premier jour. À tout cela s'ajoute une autre grande idée fausse, la croyance en un supposé son vintage, comme si tous les appareils de cette époque partageaient une même signature sonore chaleureuse, enveloppante et supérieure à l'actuelle. En réalité, il n'existe pas un seul son vintage, chaque marque et chaque modèle ont leur personnalité. Un Yamaha de la fin des années 70 sonne souvent plus propre, plus rapide et plus détaillé. Un Kenwood de la même époque peut offrir un caractère plus percutant, avec des graves pleins d'énergie. Un Pioneer a généralement son propre équilibre entre puissance et musicalité. Et Macintosh, l'une des marques les plus prestigieuses, présente même des différences notables au sein de ses propres gammes, car tous ces amplificateurs n'utilisent pas la même conception interne. C'est un peu comme avec les amplificateurs à lampe. On dit qu'ils sont chaleureux, mais en réalité, chaque modèle, chaque type de lampe et chaque fabricant ont des nuances différentes. C'est pourquoi acheter du vintage en s'attendant à trouver toujours plus de chaleur et plus de dynamique est une erreur. Chaque appareil est un monde avec ses qualités et ses défauts. Vient ensuite la partie la moins romantique, la fiabilité. Pense à une lampe de poche oubliée pendant des décennies dans un garage et à l'état des piles, gonflées, sulfatées. Il arrive quelque chose de similaire au condensateur d'un récepteur ancien, ces pièces qui stockent l'énergie et aident à stabiliser le fonctionnement. Beaucoup d'annonces LinkedIn se vantent d'une remise à neuf complète, c'est-à-dire que tous ces condensateurs ont été remplacés, mais ce ne sont pas les seuls à tomber en panne. Les alimentations lâchent aussi, les cartes de puissance, les soudures qui se fissurent avec les années ou les transistors qui cessent de bien fonctionner et n'ont plus d'équivalents actuels. Il existe même des circuits intégrés, les fameux chips, utilisés dans les années 70 et 80 pour contrôler la vitesse des platines vinyles ou certains traitements audio et qui ne sont plus fabriqués aujourd'hui.
On trouve aussi des interrupteurs et des commandes spécifiques qui, s'ils se cassent, n'ont pas toujours de remplaçant. Les cordons d'alimentation de nombreux modèles étaient très fins. Ils se changent facilement, certes. Mais cela rappelle que tout n'était pas construit avec la robustesse qu'on imagine. Dans les platines automatiques, les engrenages en plastique abondent et finissent par se fissurer, et les modèles à entraînement direct, où le moteur entraîne le plateau sans courroie, dépendent d'une électronique de contrôle qui, si elle tombe en panne, ne se répare pas avec une simple courroie neuve. Pour minimiser les risques, le plus fiable reste souvent une platine vinyle à courroie et entièrement manuelle. Pour les lecteurs de cassettes, c'est encore plus compliqué. Peu de techniciens acceptent de les réparer, beaucoup de courroies de rechange n'existent plus, les galets durcissent, les embrayages cassent et les têtes se dérèglent. Même un mythe comme le Nakamichi Dragon, qui apparaît de temps en temps à un prix irrésistible, peut se transformer en projet presque impossible à ramener à sa gloire d'origine. Et ce qui semblait être une bonne affaire peut devenir un trou noir de temps et d'argent. En plus, pour aggraver les choses, certaines pannes ne se manifestent pas toujours. Il y a des récepteurs qui fonctionnent parfaitement à froid, mais qui, après une demi-heure allumée, commencent à tomber en panne de manière intermittente. Et bien sûr, quand quelque chose casse, et tôt ou tard ça casse, surgit la difficulté suivante, trouver un service technique. Même dans de grandes villes de plusieurs millions d'habitants, il ne reste qu'une poignée d'ateliers qui acceptent de travailler sur de l'audio vintage. Et ceux qui le font encore demandent souvent un devis initial rien que pour ouvrir et commencer le diagnostic, qui peut facilement tourner autour de 200 ou 300 $. Si la panne est intermittente, les choses se compliquent. La localiser demande du temps, de l'instrumentation de laboratoire et beaucoup de patience. Parfois, le problème ne se reproduit même pas sur le banc d'essai, ce qui transforme la réparation en une sorte de chasse aux fantômes. Remplacer tous les condensateurs peut améliorer un peu la situation, mais ne garantit pas la disparition de la panne. Et quand la facture arrive, 600, 800, voire plus de 1000 $, le propriétaire tombe des nues. Pire encore, si peu de temps après l'appareil retombe en panne pour une autre raison, la frustration s'installe. Beaucoup de magasins qui acceptaient autrefois des réparations externes ont déjà cessé de le faire. Ils ne se responsabilisent donc que des appareils qu'ils ont eux-mêmes vendus et révisés. Et ainsi, petit à petit, la carte des techniciens spécialisés se réduit. Il reste des exceptions, bien sûr. Des marques comme Macintosh, par exemple, maintiennent encore un réseau de services agréés, même pour des modèles anciens. Mais il est limité et, comme on pouvait s'y attendre, très coûteux. Et en dehors de ces îlots de support, la réalité, c'est qu'il y a un sérieux problème générationnel. La plupart des techniciens qui maîtrisent la réparation de ces appareils ont plus de 60 ans et beaucoup prennent déjà leur retraite. Il y a à peine de jeunes qui se forment à ce type d'électronique analogique complexe, parce que ce n'est pas rentable et parce que l'industrie actuelle se concentre sur le numérique et le jetable. Cela signifie que même si quelqu'un a la chance de se procurer un bon appareil vintage, le maintenir opérationnel à l'avenir sera de plus en plus difficile. Et c'est peut-être là la partie la plus dure de cette passion. La musique peut être éternelle, mais les appareils qui la reproduisent ne le sont pas. Avec tout ce panorama, comment aborder l'audio vintage de la bonne manière ? Le plus sensé est d'y penser comme à une voiture de collection, belle, enthousiasmante, avec une énorme valeur sentimentale, mais difficile à entretenir au quotidien sans un bon atelier de confiance. Cela peut être le système secondaire qu'on allume lors d'occasions spéciales ou même la pièce maîtresse du salon comme objet d'admiration, même si l'écoute quotidienne repose sur un équipement moderne et plus sûr. Avant d'acheter, il vaut mieux avoir déjà repéré le technicien qui pourrait le réparer, demander des délais et des coûts approximatifs et même vérifier sa disponibilité réelle. Si le vendeur ne connaît pas l'historique de l'appareil, mieux vaut passer son chemin. Et si, dans une boutique, à la question « Qu'est-ce qui a été fait pour le restaurer ?», la réponse se résume à « On l'a nettoyé et il fonctionne », c'est mauvais signe. L'idéal serait d'entendre que les alimentations ont été vérifiées, les soudures reprises, les commandes nettoyées et lubrifiées, les relais remplacés et que les réglages et mesures nécessaires ont été réalisés. Sur les forums spécialisés, le risque diminue parce qu'il y a généralement de la passion et du savoir derrière chaque vente.
Dans les enchères générales, le risque explose. Et pour les achats à l'aveugle, il ne vaut la peine d'entrer que si le prix est une vraie opportunité et qu'il existe un plan réaliste pour le réparer ensuite. Avec des attentes bien ajustées, l'audio vintage peut être une expérience merveilleuse. Allumer un récepteur des années 70 avec ses lumières chaleureuses et sa façade métallique et l'écouter avec de bonnes enceintes acoustiques est quelque chose qu'aucun appareil actuel ne reproduit de la même manière, car il ne s'agit pas seulement de son, il s'agit de la magie de l'objet. Cependant, il est essentiel d'entrer dans cet univers en sachant que tôt ou tard, quelque chose flanchera, que l'entretien aura un coût et que le remettre en pleine forme peut demander du temps et de la patience. Celui qui est prêt pour cette aventure sera récompensé par une pièce irrépétible, un fragment vivant de l'histoire de la haute fidélité. Mais celui qui cherche zéro problème devrait regarder du côté d'options modernes à l'esthétique rétro. Des marques actuelles proposent des appareils qui évoquent l'allure des classiques, quoique à des prix élevés. D'autres, en revanche, parviennent à un équilibre plus raisonnable entre style nostalgique et fiabilité technologique. Et un dernier point pour ceux qui ressentent particulièrement l'appel du vinyle, si le cœur réclame un classique, la décision la plus intelligente est peut-être d'opter pour une platine vinyle manuel à courroie, accompagnée d'un amplificateur moderne qui conserve un design à l'air vintage. On obtient ainsi une partie du charme visuel et sonore sans se charger de toutes les complications mécaniques d'un appareil âgé d'un demi-siècle. Quoi qu'il en soit, mieux vaut un marathon de musique qu'un marathon de panne. Si le vieux récepteur fonctionne, qu'il accompagne le regard et qu'on en profite quand il faut, sinon que le système actuel garantisse le plaisir d'écouter chaque disque. La nostalgie a sa valeur, mais la musique en a toujours bien davantage. Si ce tour d'horizon du côté le plus réaliste de l'audio vintage t'a plu, abonne-toi et mets un like pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et dis-nous en commentaire, tu garderais un appareil classique même s'il donne du fil à retordre ou tu préfères la fiabilité du moderne ?